je trouve que les photojournalistes, c'est nos yeux sur le monde, les miens, les tiens. Et je dis toujours, par exemple, que j'ai pas l'occasion d'aller en Afghanistan, mais grâce à Kilti, j'y vais, je vois le régime des talibans. Je vais pas en Ukraine, mais Béréoulak, Maloletka me montrent ce qu'est la réalité d'Ukraine. Donc je voulais mettre en avant parce que à l'époque, en 89, la seule agence qui était mise un peu en avant, c'était Magnum. Mais il y avait Gamma, Sigma, Sipa, Cosmos, Vue et toutes les autres qui n'étaient jamais mises en avant et je trouvais qu'elles faisaient des boulots formidables et donc j'avais envie de les mettre en lumière. Ben c'est vrai, si tu veux, que le marché de la photo, il s'est rétréci. Il s'est rétréci parce que le marché publicitaire est en baisse, les revenus publicitaires des journaux et des magazines ont baissé de façon assez drastique. Et quand il y a des réductions d'économie dans un journal, c'est toujours le service photo qui trinque en premier. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu veux, là où on envoyait un photographe et un rédacteur pendant 15 jours, on les envoie plus qu'une semaine. Et puis, j'ai quand même envie de dire un mot sur les tarifs. Si tu veux, il y a 20 ans, un reportage de 10 pages dans un grand magazine français, quand il était payé 15 000 euros, c'était pas exceptionnel. C'était un beau coup, mais c'était pas exceptionnel. Aujourd'hui, quand tu as 5-6 000 euros, on en parle parce que c'est devenu exceptionnel. Donc tu vois, en 20 ans, le budget s'est réduit de façon considérable. Dès le départ, moi j'ai travaillé sur 3 axes. D'abord, alors c'est moins vrai aujourd'hui parce qu'on les a tous faits, mais d'abord c'était faire redécouvrir des talents un peu oubliés. Eisenstadt, Karl Maidans, John Phillips, Ansel Mead, Gordon Parks, David Douglas Duncan. Ensuite, c'était confirmer des photographes qui ont plein de talents, mais qui n'ont pas toujours la place de trouver l'espace de montrer leur travail. Cette année, tu prends Brent Sirton, Steinmetz, je pourrais en citer plein. Et puis, le troisième axe, qui est très important pour moi, c'était la découverte de nouveaux talents. Aujourd'hui, quand on revient sur l'histoire de Visa, des gens comme Paolo Pellegrin, comme Laurent van der Togt, c'est des gens qui sont devenus des noms très importants dans le milieu de la photo, mais qui ont eu leur première exposition à Perpignan. Donc, c'est une certaine fierté. La qualité des photos, toujours. Suivre l'actualité, d'abord. Par exemple, en septembre l'année dernière, je ne pouvais pas imaginer que j'aurais 4 expos sur l'Ukraine cette année. Donc, si tu veux, j'essaie de suivre l'actualité. C'est pour ça qu'au niveau technique, si tu veux, je me garde toujours des espaces pour pouvoir boucler mon programme d'exposition le 15 juillet. Tu vois, donc ça me permet d'avoir une grande réactivité. Après le 15 juillet, je peux pas, parce qu'il faut imprimer le catalogue, le dépliant. Mais après, on a aussi les soirées de projection, où, comme tu l'as vu, on réagit au jour le jour. On a une équipe qui prend les images du jour et qui nous permet de réagir à vif. Oui, alors si tu veux, c'est une règle que je me suis fixée. C'est-à-dire qu'il y a des photos que j'avais tirées pour des expositions, dont j'avais les tirages qui avaient été encadrés. Et quand je les ai vues au mur, je me suis dit, elles sont vraiment trop, elles vont déranger. Et non seulement elles vont déranger, mais elles peuvent empêcher le public de voir l'entièreté de l'exposition. Tu vois, on va se braquer sur cette photo et on va oublier tout le reste. Donc, il m'est arrivé à plusieurs reprises de pratiquer l'autocensure. Mais c'est toujours une autocensure, jamais une censure. Il y en a une forcément que j'ai jamais pu retirer de mon esprit, c'est une photo en Irak, c'est une photo de Yuri Kozyrev, un photographe russe qui bossait pour le Time. C'est un kamikaze qui s'est fait sauter avec une ceinture d'explosifs autour de la taille. Et le blast, le souffle de l'explosion, a décollé son visage, mais vraiment décollé son visage, qui est retombé à quelques mètres comme un masque. Et quand tu voyais le corps de ce kamikaze, et puis l'espèce, pardonne-moi cette expression, mais une espèce de gant de toilette qui était un visage humain, ça en tirage 50-60, j'ai dit non, c'est pas possible. Donc j'ai appelé le photographe pour lui expliquer. Hein. C'est pas une décision arbitraire. En 95,
On avait montré en projection, on avait montré une série de Patrick Robert, excuse-moi, je ne sais plus si c'était Libéria ou Sierra Leone, où tu avais un groupe de jeunes, 15-16 ans, tu vois, qui courent après un autre jeune de leur âge. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il le rattrape, il le décapite et il commence une partie de foot avec sa tête. C'est des images, je te jure, je les ai dans ma tête et je dors avec, je vis avec. Et je pense que c'est pas la peine d'en montrer trop. Donc j'aime mieux suggérer. A contrario, j'ai envie de te dire, cette année sur l'Ukraine, il y a des images très violentes que j'ai voulu montrer parce que il me semblait que sur des charniers comme Boutcha, Irpin, Mariupol, tu ne pouvais pas faire que suggérer. Il fallait regarder, il fallait avoir le courage d'affronter, il fallait avoir le courage de voir. Et il y a des images de Béréoula, il y a des images de Maloletka qui sont extrêmement violentes, mais que cette année, j'ai choisi de ne pas censurer. Le photographe, il ne fait que témoigner d'une situation qui est devant son objectif. Donc c'est la situation qui est choquante et en aucun cas son image. On peut effectivement réfléchir à faut-il montrer la frontalité et ce que tu veux, mais en même temps, je pense qu'en 1945, à la libération des camps, les photos de Lee Miller et de Margaret Bourke-White, de ces camps libérés par les Alliés, où on voyait ces charniers, on voyait ces hommes, ces femmes, ces enfants décharnés, complètement amaigris, affamés, etc. Je pense que ces images ont aidé à comprendre la barbarie des camps de concentration. Dans ce débat entre la frontalité et la suggestion, il y a aussi quelque chose qu'il faut analyser, me semble-t-il. C'est que tu prends l'exemple de la guerre au Vietnam. La guerre au Vietnam, elle a été décrite magnifiquement par des journalistes hors pair aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Italie, dans le monde entier. N'empêche que la violence des bombardements américains, elle est mieux décrite par la photo de Nikoud de cette gamine qui court sur la route, qui vient d'être bombardée au napalm par l'aviation américaine et qui fait prendre conscience aux Américains qui ne font pas que lutter contre des méchants communistes, qui touchent aussi des civils. Donc cette frontalité, alors attention, hein, on est bien d'accord, une photo n'a jamais arrêté une guerre. Le débat est clos là-dessus. Il n'empêche que cette photo de Nikoud, elle a participé à une prise de conscience de la population américaine sur le fait que la guerre c'était vraiment moche et que c'était pas les gentils Américains contre les méchants communistes. Donc, tu vois, c'est un exemple entre 10 000 de ce que je pourrais te citer comme frontalité qui m'a semblé nécessaire.